Bienvenue dans la causerie de ce mardi 19 novembre 2019. Sur ce plateau, nous avons Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous. Voilà, nous avons également Constant Yawedeu, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour chers téléspectateurs. Et juste en face de vous, Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour, voilà. Sossou. Merci d'être là ce matin. La BAD accorde un financement de plus de 80 milliards de francs CFA au Bénin pour notamment accompagner deux grands projets du gouvernement, à savoir l'assainissement pluvial de Cotonou et l'électrification rurale. Eloge Gandaro, la mobilisation des fonds continue, notamment en ce qui concerne l'assainissement pluvial de Cotonou. Ah oui, tout à fait. La mobilisation des fonds continue, puisque c'est devenu aujourd'hui une question cruciale, le problème d'assainissement. Vous savez que nous traînions ce problème depuis des décennies. Mais jusque-là, en dépit de la volonté exprimée par les gouvernements qui se sont succédés au Bénin, en dépit de ce que nous pouvons considérer par certains financements, je crois que le problème persiste. Ça persiste et il est question aujourd'hui de continuer par réfléchir, de continuer par rechercher les financements parce que après tout, souvent nous déplorons le comportement des populations qui n'ont pas le comportement qu'il faut sur le terrain. Vous voyez, lorsqu'on parle des déchets solides, lorsqu'on parle de la question de l'installation des populations, les habitats installés de façon anarchique sur des endroits, des sites où les populations ne doivent pas s'installer. Vous voyez, tout ça, ça contribue à renforcer l'inondation qui persiste depuis des décennies. Donc, je crois que aujourd'hui, si la Banque africaine de développement, veut bien accorder ce prêt au Bénin, nous ne pouvons que nous en réjouir, mais le reste, c'est toujours une question de bonne gouvernance. Et je crois que les réformes en cours au Bénin rendent de plus en plus crédible notre pays. C'est des réformes pertinentes. Et vu la volonté de notre gouvernement, n'est-ce pas, et qui vient démontrer, c'est vrai que la question d'inondation nécessite plusieurs milliards. Ça doit être des financements très très importants. Le Bénin aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Bénin seul ne peut pas aujourd'hui faire face à cette question-là et régler cette situation. Donc, lorsque un gouvernement s'installe, n'est-ce pas, nous savons que l'État est une continuité et exprime une volonté de faire mieux que par le passé. Il s'engage immédiatement et les résultats sont là. Je crois que la BAD, il y a quelques jours, je crois que c'est le lundi, ça doit être le lundi 11, n'est-ce pas, a déjà dit publiquement que les résultats sont bons. C'est les 3 dernières années, vu les performances du Bénin, au sujet des engagements pris par les institutions internationales, les performances sont très bonnes. Ça veut dire que le Bénin est sur une très bonne voie. Et la manière dont le Bénin est en train de gérer aujourd'hui les ressources mises à sa disposition mettent de plus en plus en confiance ces institutions-là. Donc c'est dans le même cadre que la BAD veut accorder ces 80 milliards pour ces deux projets. Le projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou et le projet d'électrification rurale. Donc c'est une question de moyens, de grands moyens qui serviront à installer des infrastructures qui contribueront à régler le problème d'assainissement pluvial à Cotonou. Alors, Constant Yawedeu, c'est vrai que c'est un problème très récurrent, l'inondation à Cotonou. Oui, c'est un problème récurrent, mais est-ce qu'il faut dire que c'est récurrent? C'est un problème que nous savons qu'il doit exister. Et le regret est que nous n'avons pas anticipé, parce que les techniciens, bien qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils avaient quand même prévu tout ça. Mais la gestion successive de la ville ne nous a pas permis d'anticiper ou de respecter tout au moins ce qui a été dit. Les gens ont souvent dit que Cotonou fait partie des capitales africaines les mieux tracées. Ça veut dire que le travail a été fait
en amont. Mais si on peut dire entre griffes qu'il y a eu une inconscience qui nous a animés pendant longtemps et qui nous a conduit à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand on parle d'assainissement, oui, ça veut dire qu'il y a un plan. Il y a un plan de circulation, non seulement des personnes, mais des eaux dont nous sommes en train de parler, parce que les eaux circulent, les hommes circulent, nous cohabitons ensemble, donc on ne peut pas parler des eaux de la circulation des eaux sans parler de la circulation des hommes. Mais quand les hommes vont s'installer dans les lits et que des autorités valident, c'est ça le problème. Et que les autorités valident, je crois qu'il y a un problème, un sérieux problème. Si vous demandez, faites un sondage, on peut vous dire le nombre de rues ou de vents qui ont été fermés dans Cotonou. Des gens ont même construit sur des caniveaux. Ils dorment sur des caniveaux. Et je crois que la volonté politique a manqué à un moment donné. Sinon, on devrait. C'est l'État qui est responsable de tout. Quand il y a catastrophe, je ne pense pas que c'est des Togolais ou des Nigériens qui viennent, qui meurent. Hein. C'est des Béninois qui meurent. Donc, l'État a la responsabilité de nous assurer la sécurité. S'il faut déloger, même avec titre foncier, on doit pouvoir déclarer la zone sinistrée et déloger. Je dis, même si la parcelle a été, le domaine a été acheté à 40 000 francs CFA, s'il faut remettre 3 milliards aujourd'hui et dédommager et prendre, faire passer la voie, faire passer les rigoles, il vaut mieux en arriver là, parce que demain, nous sommes en train d'envoyer les eaux vers Godomain, jusqu'à Paou, jusqu'à Ouida. Quand vous prenez la voie, c'est là que vous sentez ce que les Koumbé que nous avons fermés, à Gla que nous avons fermé, les conséquences sont de l'autre côté. Et c'est des Béninois qui doivent habiter aussi là-bas, c'est des Béninois qui sont là-bas. Donc, c'est un problème sérieux. Il va falloir qu'à des niveaux donnés, on prenne la décision de dégager les réserves qu'il faut pour pouvoir contenir l'eau, pour pouvoir faire passer, pour pouvoir faire passer l'eau. Quand on parle d'assainissement, je crois que le plus heureux, quand après 250 milliards, on passe aujourd'hui à 80 milliards, le plus heureux doit être le président Nicéphore Soglo, qui a beaucoup crié 400 milliards pour l'assainissement de Cotonou, il en a beaucoup crié, mais avec l'élément qui est passé tout à l'heure avec la chronique économique, vous voyez le transfert des compétences, que le transfert des compétences, des ressources au niveau des collectivités. Et on a souvent rêvé que si Dantokpa le marché international était remis à la municipalité de Cotonou, que ça pouvait se faire. La municipalité continue d'avoir ses problèmes. Le gouvernement est en train de gérer, mais les ressources viennent aujourd'hui de l'extérieur. Ça veut dire que le problème n'était pas au niveau du transfert de compétences. C'est un problème assez sérieux. Et si aujourd'hui on est en train d'arriver à ce niveau-là, je crois que il faut vraiment féliciter l'environnement économique qui a permis l'environnement économique et financier qui a permis à ces bailleurs de fonds d'avoir confiance en nous. C'est ça. Mathias Sossou, pour la résolution de ce problème, il faut dire que les Cotonois surtout ont perdu confiance. Non, ils ne doivent pas perdre confiance. À un moment donné. Oui, peut-être avant ce régime, mais avec l'arrivée du gouvernement de Talon, je crois que la confiance doit renaître petit à petit, parce que nous sommes partis de 400 milliards et je crois que sur ce plateau, on a quand même annoncé des chiffres de mobilisation, les mobilisations de fonds quand même pour l'assainissement de la ville de Cotonou. Et si aujourd'hui on en parle encore, ça veut dire que ça continue, la mobilisation continue. Ça veut dire que progressivement, on va atteindre l'objectif prévu. Ça veut dire que quelque part, les gouvernants actuels sont en train de travailler d'arrache-pied pour satisfaire quand même
les Cotonois, comme tu le dis, ils n'ont pas de raison de s'impatienter, de perdre patience. Ils doivent quand même faire confiance à ce régime, parce qu'il n'y a pas mieux que ce régime-là, parce que c'est ce régime qui est arrivé, qui a pris à cœur le problème d'assainissement de la ville de Cotonou. Vous imaginez, l'inondation ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est toujours quand même prévu. Il y a des institutions. Nous avons par exemple la météorologie qui nous prévoit quand même le temps qu'il va faire dans 1 an, dans 2 ans. Souvenez-vous, c'est depuis janvier que les météorologies ont annoncé ces pluies qui vont tomber cette année. Et ils sont même jusqu'à aller dire que la pluie va probablement cesser. En tout cas, ça va baisser d'intensité à la mi-novembre. Et nous sommes en train de constater que c'est effectif. Si déjà ces agences qui sont chargées de prévoir le temps arrivent à donner des précisions sur ce qui va se passer, et que les gouvernants ne prennent pas en considération et prennent des dispositions qu'ils doivent faire, c'est à ce moment-là qu'on est surpris. Maintenant qu'il y a déjà une veille de ce côté, je crois qu'on a déjà atteint, ou bien on est en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Oui. Voilà, il faut rappeler que pour la réalisation de ce projet d'assainissement pluvial de Cotonou, le gouvernement a annoncé un besoin de 254 milliards et 132 milliards sont déjà mobilisés, et en plus c'est plus de 80 milliards que la BAD, vient de donner au Bénin. Alors, Eloge Gandaro, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ces fonds pour que le Cotonois puisse dire aujourd'hui, il y a véritablement un changement? Un changement. Parce que souvent, les populations s'interrogent et disent, mais qu'est-ce que font nos dirigeants? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Vous comprenez un peu que avec plusieurs décennies où l'inondation continue de régner en maître dans nos villes, n'est-ce pas, les populations ont parfois raison. Pendant longtemps ici, on nous a parlé du 3CI, de la mairie, qui travaille pour nous, et ainsi de suite. Nous avons vu des autorités municipales se mettre en chaussures, bottes, chaque fois quand il y a inondation, pour aller au milieu de l'eau, parler aux populations. Par moment, nous voyons qu'il y a assistance, on va donner des vivres, des moustiquaires et des médicaments. Mais est-ce que c'est ça qui va régler le problème d'inondation? Il faut une solution durable. Et cette solution durable passe par un bon comportement des citoyens, un comportement citoyen face à la question d'inondation, la mobilisation de grands moyens. Vous venez de parler d'infrastructures. Vous avez parlé du coût qui est estimé à 254 milliards. Près de 132 milliards ont été déjà mobilisés. D'accord, par la Banque ouest-africaine de développement, par l'AID, l'Agence internationale pour le développement, et la Banque européenne d'investissement. Alors, il s'agira, d'après ce que nous avons, les informations que nous avons eues, pour faire face véritablement à cette situation d'inondation, il y aura l'installation d'infrastructures de drainage. Les infrastructures de drainage, parce qu'on parle d'inondation, donc il y a l'eau. Il s'agit d'aller, c'est une bataille contre l'eau. L'eau qui est, source de vie, dont nous avons besoin, mais à un moment donné, nous nous plaignons du fait qu'il y a trop de pluviométrie. Donc il y aura des installations de drainage, et également le pavage des rues. Le pavage des rues qui vont conduire à des bassins pour la rétention de l'eau. Ensuite, il sera question de la gestion des déchets solides autour de ces bassins-là. Donc voilà d'abord ce qui va être fait. Ce financement va servir à l'installation de ces infrastructures dont il vient de parler. Ça va servir au pavage des rues qui vont conduire vers les bassins, et ensuite à la gestion des déchets solides. Donc c'est en général ce qu'il faut. Mais tout à l'heure j'ai parlé du comportement des citoyens. Voyez le peu qu'on a déjà fait sur le terrain. Les caniveaux et tout ça, vous voyez le comportement, la manière dont ces caniveaux-là sont bouchés. On y jette tout ce qu'on a. Donc il faut encore une éducation en matière d'environnement population. Ça se fait déjà, mais il est question que les gouvernements, si je dis le gouvernement, c'est l'État en général,
il ne s'agira pas de dire que le pouvoir ne fait rien, les dirigeants ne font rien, mais c'est une question qui nous interpelle tous. Voilà. N'est-ce pas? Même dans nos maisons, comment nous gérons les déchets. Dans les rues, tout ce que nous jetons dans les rues et les infrastructures qui ont été installées, tout cela contribue, n'est-ce pas, à faire persister le phénomène d'inondation. Donc, même s'il y a de gros financements, il est question que l'État gère de manière, comment dirais-je, judicieuse ce financement-là, mais il est question que nous-mêmes, nous qui sommes citoyens et qui vivons avec gravité ce phénomène-là, nous ayons un bon comportement pour faire en sorte que tout ce que l'État investit et tout ce que nous recevons de l'extérieur puisse être utilisé à bon escient et que nous puissions avoir les résultats que nous attendons. Très bien. Constant Yawede, où est-ce que les Béninois, les Cotonois pourront payer le prix pour la réalisation de ces infrastructures? Parce qu'il y aura la casse, on doit casser les gens, on doit déloger les gens. Absolument. Et je crois que quand le gouvernement a lancé les travaux à Bomé-Calavi, beaucoup ont commencé par crier, pensant que en pleurnichant, en criant, on doit pouvoir revenir sur des décisions. Mais il y en a qui ont dit, nous savions, c'est parce qu'on a vu faire que nous aussi on a fait pour en profiter. Mais nous savions que nous étions dans le domaine de l'État, de la route. Donc, c'est des leçons que nous sommes en train de recevoir comme ça, que si nous devons acquérir des domaines, nous devons prendre suffisamment d'informations là où il faut en prendre, parce qu'en matière de parcelles, de domaines, de terrains dans notre pays, il y a trop de clébés, il y a trop de marcheurs, et les gens aiment rester pour dire, ah, il est spécialiste de ça, c'est lui qui a aidé ma tante, c'est lui qui a aidé mon cousin, au lieu de se lever, aller à la mairie, au domaine, pour aller demander exactement la situation, et même à l'Institut géographique national pour savoir exactement de quoi il s'agit. Les gens ont mis les sous dedans. Aujourd'hui, quand on a dit qu'il faut casser, ils ont crié, mais comme le gouvernement est assez fort pour faire ce qu'il doit faire, le gouvernement a foncé. C'est pour dire que ces casses vont créer forcément des dommages, mais ça va être dommage également pour ceux-là qui vont subir parce qu'il fallait prendre les dispositions tôt, et on ne peut pas regarder. Mais ailleurs, il arrive que le gouvernement décide que tel quartier doit présenter désormais tel visage. On déloge tout un quartier pour pouvoir donner le visage qu'il faut, pour imposer l'architecture qu'il faut. L'État est propriétaire, même si nous avons le titre foncier, c'est l'État qui est propriétaire. Donc l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités à des moments donnés, et c'est des informations que les populations n'ont pas, et ils pensent que parce que c'est pour son grand-père, c'est depuis des lustres que... non, quand l'État a besoin de quelque chose, l'État prend. Seulement qu'il faut que ce soit vraiment pour la bonne cause. Donc ces casses ne peuvent pas ne pas créer de dommages, mais on ne peut non plus ne pas en arriver là, parce qu'il faut qu'on circule. Quand vous quittez, je quitte chez mon village, je fais 2 heures, moins de 2 heures, pour venir à Calavi, Bota, ou dans la zone hôpital, et je fais 2 heures de Goslo pour venir à Cotonou. Vous voyez, quand vous roulez dans un véhicule à régime constant, vous dépensez moins d'essence que quand vous allez un peu... Donc, je dépense 2 fois plus de carburant sur 2 heures que sur les 180 km que j'ai eu à faire. Vous voyez. Donc, quand vous vivez des choses comme ça, et qu'on dit il faut déboucher, vous êtes obligé d'être d'accord. Même avec moto aujourd'hui, on subit vraiment des affres. Donc, quand on dit il faut déboucher les voies maintenant, il faut faire l'assainissement, parce que c'est ça que le DP disait tout à l'heure, en même temps qu'on trouve de voies pour les eaux, il faut trouver les voies pour les hommes aussi. Et je crois que nous sommes en train de comprendre le peu que l'asphaltage est en train de faire
et on a cassé dans nos rues. Et les voies sont en train de passer, les caniveaux sont en train de passer. Ces caniveaux, en plus donc de ce travail qu'il fait, ce qui va être les gros travaux de collecteurs, c'est ça qui va encore donner de la valeur à l'asphaltage. C'est là que nous allons comprendre que ce qui se fait au niveau de l'asphaltage aujourd'hui a été une anticipation à l'assainissement réel de Cotonou. Donc quand ces grands travaux-là vont s'installer, c'est là où nous allons constater que dans nos rues, on aura moins d'eau désormais, parce que la canalisation aurait pris l'ensemble en compte. C'est ça. Ce financement également a pris en compte l'électrification rurale. Le taux d'accès à l'électricité en milieu rural était à 8,11% en 2018 et l'objectif du gouvernement est de le porter ce taux-là à 9,74% en 2022. Alors Mathias Sossou, est-ce une preuve que la population à la base n'est pas oubliée? C'est une question à laquelle on ne peut répondre pas oui. On ne peut que dire oui, voilà. Parce que, vous savez, moi je suis resté au village, je suis un villageois. Et quand on voit ce que le villageois subit, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans sa région, je crois que c'est affreux. Et aujourd'hui, si le gouvernement a ce souci, il faut quand même le remercier pour ça, parce qu'il n'est pas donné à tous les gouvernants de penser au village. Parce qu'il y a des villages qui sont restés depuis plus de 60 ans sans électricité. Et si progressivement on peut quand même atteindre cet objectif. Le jeune qui est dans le village et qui veut faire l'exode rural, parce qu'il n'y a pas de ces activités chez lui, et il doit nécessairement venir à Cotonou ou bien aller dans les grandes villes, les petites villes qui sont aux alentours pour chercher son gagne-pain. Si déjà il peut avoir l'électricité, parce que par exemple, s'il y a l'électricité dans un village, le soudeur à lac qui doit venir s'installer nécessairement dans une ville peut maintenant s'installer dans son village et faire ses travaux. Le scieur également, ainsi de suite. Donc ça va permettre aussi des activités génératrices de revenus qui vont naître dans ces villages-là et permettre quand même le développement. Et ces jeunes-là qui vont désormais rester, ils ne vont plus chercher à faire les autres dont on parle souvent vers la ville. Et ça permettra également aux commerçants de développer d'autres activités qui vont leur permettre quand même de se maintenir dans les villages. Donc l'électrification n'est pas seulement pour éclairer, mais ça permet quand même le développement économique. De ces villages-là. Voilà, et le géant là-haut. Oui, je dirais la même chose, que ça contribue au développement économique. Et lorsque nous aspirons, nous avons l'ambition de construire une société moderne, nous devons nous dire que le développement ne doit pas concerner uniquement les villes. Je crois que ça doit être un développement de l'ensemble des zones, des régions du pays, et un développement qui concerne également le milieu rural. Donc l'électricité, nous sommes à une époque où l'électricité, les temps contemporains ne doit pas seulement se limiter aux grandes villes. Et cet effort-là, le gouvernement est en train de le faire. Puisqu'il vient de le dire tout à l'heure, le coût est estimé à 63 milliards et quelques, ou 62 milliards et quelques, mais déjà avec les 40 milliards de prêts que nous allons recevoir de la Banque africaine de développement, vous voyez que c'est déjà un bond très important. C'est un bond très important. Et comme nous le disons, un pouvoir doit avoir de l'ambition. L'ambition et l'engagement pris par l'État, c'est de pouvoir porter, de faire en sorte que ce taux qui est de 8,11% en 2018 puisse passer à 9,74% en 2022. D'accord? Et de la parole, on passe à l'acte. C'est ce qui est très important. Vous voyez, tout cela s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Et dans le cadre de la signature de ces deux accords-là, je crois que le représentant de la banque a précisé pour dire que une nouvelle fois, son institution s'engage, n'est-ce pas, à poursuivre les financements. Tout ce qu'ils ont pris comme engagement, ils s'engagent à poursuivre cela parce qu'ils estiment que les performances sont très bonnes. Voyez-vous, les résultats des 3 dernières années montrent que le gouvernement béninois est en train de consentir assez d'efforts. Et étant donné que les résultats sont très bons, ça encourage les institutions à soutenir davantage ce qu'ils ont commencé pour faire en sorte que
les engagements pris se concrétisent dans les actes. Donc, comme je l'ai dit, construire une société moderne, c'est pouvoir, n'est-ce pas, agir aussi bien dans les grandes villes, dans le milieu urbain, et faire en sorte que le milieu rural aussi puisse prendre le pas et qu'il n'y ait pas de disparité entre le milieu urbain et la campagne. Oui, donc je crois que c'est l'essentiel. Et si cela est fait, comme on l'a dit Mathias Soso tout à l'heure, c'est aussi génératrice d'emploi. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de l'éclairage. D'accord? Ça règle la question de l'insécurité, mais ça permet à plusieurs niveaux aux habitants du milieu de pouvoir entreprendre des activités. Ça génère des emplois, mais ça permet également d'accroître l'économie au plan national. Voilà, et Constant, il y avait un mot pour qu'on passe. Non, ça va être juste pour aller dans le même sens, pour dire que aujourd'hui c'est clair, on ne peut jamais parler de développement aujourd'hui sans parler de l'énergie. C'est l'énergie qui est aujourd'hui à la base de tout développement. Et quand on dit que la population du Bénin est passée de 7 millions à 10 millions, à Cotonou, on pense que c'est à Cotonou que la population a augmenté. C'est beaucoup plus les étrangers qui sont dans les activités économiques qui bondissent le nombre à Cotonou. Donc, quand vous allez à l'intérieur, vous sentez que la population est vraiment à l'intérieur. Et avec l'énergie, on l'a dit, on peut passer à l'industrialisation, les petites industries et les petites entreprises et tout ça. Et c'est ça qui va consommer la main-d'œuvre qui a à l'intérieur. Donc, ça va régler également le problème de l'emploi. Ça va régler le problème de l'auto-emploi. Ça va permettre le développement de ces villes. Vous allez constater, quand on va mettre en place ce projet, et avant que le projet n'aille à la fin, vous allez voir les besoins que ça va, causer. Et l'État risque même de faire, à travers la société qui gère l'énergie, d'aller plus. On risque de dépasser les 9, et quelques pourcents au finish, parce que le besoin, même sur le terrain, va obliger l'État à s'engager davantage au plan national pour qu'on ait un résultat plus probant. Très bien. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée des toilettes. L'enjeu sanitaire est de taille et il est fort probable de constater que nos concitoyens ont pour habitude de déféquer ou de se mettre à l'aise un peu partout dans la ville ou dans le village. Une habitude qui n'est pas du tout bonne, n'est pas du tout bonne pour la santé de ces populations. Euloge Gandaro, qu'est-ce qui peut d'abord expliquer cette habitude, ce comportement-là? Oui, c'est l'incivisme. L'incivisme, parce que lorsqu'on parle d'incivisme, ce n'est pas seulement ceux qui jettent des sachets, des plastiques dans les rues. Ce n'est pas ceux qui, par leur véhicule, les camions détruisent le bien public, toutes les infrastructures. Et pourquoi je parlais tout à l'heure d'un comportement environnemental, un comportement sain. Et ça passe par l'éducation environnementale, l'éducation de nos populations, qui doit comprendre que le bien public est entretenu, puisque c'est pour tout le monde. Quand on dit l'État, il n'y a pas que les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir. C'est nous tous, c'est un ensemble. Et pour que l'environnement soit sain, nous devons chacun avoir un comportement sain. L'éducation, on ne cesse jamais de le dire, ça passe, les ONG font beaucoup, l'État le fait, et à travers cette structure, qui sont chargées des questions d'environnement, mais il y a également les structures privées, les ONG, qui font beaucoup dans ce sens-là. Mais il faut pouvoir poursuivre le travail dans ce sens-là. Sensibiliser les populations. Les populations. Avoir de bons comportements. De bons comportements. Parce que continuer à cette époque-là, pas à déféquer n'importe comment dans la nature, ça ne contribue pas à la protection de l'environnement. Nous devons avoir un environnement sain. Et le gouvernement fait beaucoup. Vous voyez nos plages, mieux que par le passé. Les plages, vraiment, ça n'attirait pas. On devait, n'est-ce pas, protéger, et faire la salubrité à ce niveau-là. Et investir, installer des infrastructures qui puissent attirer des étrangers. Il y a des pays aujourd'hui qui s'en plaignent, qui nous envient, parce que ces pays-là n'ont pas un océan, n'ont pas une plage, n'ont pas la mer. Dieu nous a fait don de cela. Mais nous l'utilisons très mal. Donc il est question
pour l'État, n'est-ce pas, d'investir, mais nous, population, nous devons comprendre que c'est notre chose, c'est notre bien. On va forcément revenir sur les investissements. Sur les investissements. Donc la question des toilettes, ça va dans ce sens-là. S'il y a ces toilettes publiques-là, je crois que de plus en plus, il y a des coûts, bon, mais pratiquement c'est gratuit. C'est gratuit. Et ça nous permettra, n'est-ce pas, d'aller là-bas, assurer nos besoins, que de le faire dans la nature. C'est ça, voilà. Mathias Sossou, quelles sont les conséquences liées à ces genres de pratiques de comportement, à déféquer un peu partout à l'air libre? Les conséquences sanitaires, surtout. C'est les maladies. C'est les maladies qui se développent et puis on arrive à des épidémies de gauche à droite. Seulement, moi, je n'avais pas déjà abordé la quintessence même de l'installation des toilettes. Dans les villages, le problème se pose beaucoup plus en termes de sensibilisation. Parce que celui qui est au village, qui a la brousse à la disposition ne sait pas qu'il faut quand même prendre la peine de creuser quand même un trou pour fermer et déféquer. Il va falloir quand même procéder à une campagne de sensibilisation accrue dans les villages pour leur montrer les avantages qu'ils ont à les déféquer dans des toilettes qu'il faut construire pour la cause. Parce que quand les toilettes sont à l'air libre, comme ça, et qu'il pleut par exemple, l'eau de ruissellement qui traîne ces déchets les conduit vers les cours d'eau, et ils vont puiser ces eaux-là pour utiliser à la maison, ainsi de suite. Il y a des petites maladies qui se développent. Les mouches qui volent, qui vont se poser sur ces déchets, vont à la maison, dans les maisons, se poser sur des aliments que les populations consomment. Et ça veut dire que ces populations sont sujettes à des maladies, en tout cas chroniques, pour ne pas dire des épidémies que nous constatons souvent, les diarrhées qu'on sort. Voilà, Constant Yawedéou, mis à part les conséquences environnementales et les conséquences sanitaires, quelles autres conséquences peuvent-ils avoir, voilà, liées à ce comportement-là? Oui, les conséquences, ça dépend de quel côté on se place. Oui. Parce qu'il faut dire que ce phénomène auquel nous assistons depuis longtemps, ceux qui sont aujourd'hui dans les villes ont vécu dans les villages, et c'est des villages qui sont arrivés. Donc, tel que le DP Sossou disait, c'est qu'il faut retourner un peu à la base pour voir le comportement, où est-ce qu'on a pris ces habitudes-là. Vous voyez, donc, quand vous allez dans les villages, vous constatez de quoi on parle facilement. Donc, je crois que c'est d'abord une question de pauvreté. C'est une question de pauvreté. Parce que dans les villages aujourd'hui, là où la sensibilisation est passée, les gens sont un peu conscients, vous allez constater qu'ils envahissent les toilettes des écoles primaires. Des écoles primaires ou des CEG pendant les vacances, vous voyez, les gens vont même escalader pour aller. Donc, ils sont quand même sensibilisés quelque peu, mais l'infrastructure, ils n'ont pas les moyens de l'installer chez eux. Ce n'est même pas à Cotonou où vous êtes obligé de faire de la vidange tout le temps. Là-bas, le sol est dur, on creuse profondément et pendant des décennies, on n'a même pas besoin de vider. Mais les gens n'ont pas les moyens de se le faire. Donc je crois que il va falloir penser un peu à tout ceci et voir comment orienter les actions désormais et comment développer le système peut-être avec les collectivités locales. Les gens ont besoin de l'électricité, c'est vrai, mais ils ont également besoin de préserver leur santé. Nous tous, nous savons que quand vous avez des problèmes, vous allez à l'hôpital, on dit il faut faire analyse de sel. Oui.
ça veut dire que les microbes sont recherchés dans les selles. Ça veut dire que ce n'est pas des choses avec lesquelles nous devons cohabiter, parce que c'est le nid des microbes, c'est le nid des virus. Donc, à partir de ce moment, tout le monde doit prendre conscience que c'est un problème assez sérieux, ça n'a l'air de rien, on le dit. Mais deuxième chose, comme l'urbanisation est en train de prendre et que les brousses sont en train de disparaître autour des maisons, ça va obliger la population à sentir davantage le besoin. Donc je ne sais pas si il ne faut pas penser autrement à les aider à en avoir. Est-ce que c'est des projets un peu comme on subventionne l'accès à l'eau potable ou même à l'électricité dans les milieux ruraux où l'abonnement, le coût de l'abonnement chute, le gouvernement prend une partie. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour la santé publique, penser à un soutien comme ça dans les campagnes? Très bien. Oui. Et si l'habitude change de là-bas, je crois que ceux-là qui viendront à Cotonou ou dans les grandes villes faire taxi et moto, qui savent rapidement se faufiler pour chercher là où ils peuvent faire ça rapidement et disparaître, je crois que les habitudes vont changer. Donc il y a beaucoup de conséquences à ce niveau-là. On ne peut même pas les évaluer. Voilà. Pour sortir une nation de la pauvreté, il ne faut pas ignorer cette question-là. Et cette année, le thème de cette journée est « Ne laisser personne de côté ». Alors, le Gandaro, les efforts du Bénin à garantir à toutes et à tous l'accès aux toilettes sûres. Quels sont les efforts de notre nation? Les efforts, c'est à plusieurs niveaux. J'ai dit tout à l'heure que c'est une question qui nous interpelle tous. D'accord. Très souvent, je le dis, nous n'avons le regard tourné que vers les gouvernants. On pense que c'est de leur devoir de tout faire. C'est vrai, ils ont une responsabilité importante. Tout à l'heure, mon confrère Yawede vient de le dire, que c'est aussi une question de pauvreté. On n'a pas toujours les moyens, n'est-ce pas, de se doter des infrastructures. On n'a pas les moyens de construire la maison qu'il faut, l'habitat qu'il faut, et de se doter de tout ce dont on a besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre à l'aise, pour pouvoir assurer ses besoins. On n'a pas les moyens. Mais l'État peut faire un effort. C'est sa responsabilité. Mais comme le thème l'a si bien dit, ça nous interpelle chacun. Chacun a quelque chose à apporter, doit jouer sa partition pour que les objectifs soient atteints. Déjà aujourd'hui, il y a des ONG qui font des efforts dans ce sens-là. Ils ont des projets, ils ont des initiatives qui sont soutenues de l'extérieur. La question des toilettes, nous ne dirons pas que c'est la première, c'est une première. Je crois qu'il y a des ONG qui ont déjà pu installer dans certaines localités des toilettes. Donc si on parle de toilettes publiques aujourd'hui, l'État a une part de responsabilité. On doit exhorter l'État, puisque nous ne dirons pas que l'État ne fait rien. Surtout avec ce gouvernement. D'ailleurs, il y a déjà un projet au ministère du cadre de vie. Du cadre de vie. Oui, qui prend en compte la construction des toilettes. Là, nous devons exhorter l'État à poursuivre ces efforts-là. Mais dans le même temps, le secteur privé, les privés doivent également contribuer à ce qu'ils font là, pour que ça puisse être une réalité. Parce que si nous devons laisser l'État tout faire, c'est difficile. Donc nous sommes tous concernés, il y a les privés également. Les conséquences, nous avons dit tout à l'heure, au plan sanitaire, c'est pas bien pour nous, mais il y a également des conséquences au plan économique. Parce que vous ne verrez pas de touristes visiter un pays insalubre, où les rues sont sales, où on défèque partout sur les plages. Non. Donc nous perdons beaucoup. Si notre pays est sale, si nos villes sont très sales, insalubres, je crois que si l'environnement n'est pas sain, propre, ça ne va pas attirer les touristes. Mais également, nous-mêmes qui sommes ici, c'est difficile d'envoyer vos enfants dans une école entourée de déchets, ou une école où l'alentour est sale, où il y a de l'eau, et ainsi de suite, de l'eau insalubre. Non. Donc l'effort est également à ce niveau. Donc on n'aime pas fréquenter, même si vous allez installer quelque chose de bien dans un milieu impropre, ça n'attire pas vos clients, ça n'attire pas ceux qui doivent venir payer, investir. Oui, donc, le gouvernement,
Et il y a également des conséquences. Oui. Donc nous devons songer à tout ça pour nous dire que nous devons tous contribuer à travers nos comportements. La sensibilisation, ça se fait déjà, mais ça doit se poursuivre. Et comme le Béninois aime la répression a d'ailleurs commencé pour toute personne. Absolument. Qui va se mettre à l'aise. On ne va pas sensibiliser, continuer toujours pas à sensibiliser. Oui, la sensibilisation va se poursuivre, mais il faut qu'il y ait également la répression. Il faut qu'on réprime pour nous donner de bonnes habitudes, pour nous obliger à avoir les comportements qu'il faut, n'est-ce pas, pour que nous puissions protéger notre environnement, et c'est dans l'intérêt de nous tous, c'est pour le bien de nous tous. Merci beaucoup Eloge Gandao, vous êtes directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, merci d'être venu ce matin. Mathias Soso, merci également à vous, directeur de publication Le Gongoneur, merci d'être venu. Constant Yawedeou, merci également d'être passé sur ce plateau, directeur de Radio Planète.